Est-ce qu'une machine peut apprendre ? Une vision un petit peu simpliste que nous avons des ordinateurs nous mènerait à répondre non. Et cette vision simpliste repose sur l'idée qu'un ordinateur exécute un algorithme. Et cet algorithme prescrit un certain nombre de tâches que l'ordinateur doit faire. Et si nous exécutons un algorithme un jour et que nous l'exécutons le lendemain, eh bien, il va exécuter les mêmes tâches dans le même ordre pour parvenir au même résultat. D'ailleurs, c'est assez heureux dans un grand nombre de situations. Par exemple, si nous faisons une multiplication 12 fois 12, nous obtenons le résultat 144. Et si nous refaisons la même multiplication le lendemain, eh bien, nous espérons en tout cas obtenir le même résultat. Donc nous espérons que l'ordinateur, la calculatrice, n'a pas appris quelque chose en cours de route, parce que ça voulait dire que la veille, elle ne savait pas complètement faire les multiplications. Alors cependant, à cette vision un petit peu simpliste de ce qu'est un ordinateur qui exécute tout le temps le même algorithme, s'oppose une vision qui est elle aussi très ancienne, qui est liée au fait que les ordinateurs ont une mémoire. Donc il est possible de stocker dans la mémoire d'un ordinateur des informations et de les retrouver plus tard. Donc un exemple extrêmement simple, vous prenez un logiciel de traitement de texte, vous pouvez utiliser ce logiciel de traitement de texte pour un jour écrire la liste des courses que vous devez faire au supermarché le soir avant de rentrer, donc je ne sais pas, une bouteille de shampoing, un tube de dentifrice et un paquet de café. Et ensuite, si vous posez la question à l'ordinateur, c'est-à-dire si vous ouvrez à nouveau ce fichier le lendemain, eh bien vous apercevez que l'ordinateur a appris quelles sont les choses que vous devez acheter au supermarché alors qu'il ne le savait pas la veille. Donc là, contrairement au cas de la multiplication qui par nature doit tout le temps nous donner le même résultat, ici nous avons une situation où nous utilisons l'ordinateur pour stocker des informations et pour les retrouver, et donc nous pouvons déjà dire que l'ordinateur apprend quelque chose. Alors cependant, ce n'est pas tout à fait ce que nous appelons aujourd'hui des algorithmes d'apprentissage machine, mais il y a une idée commune, c'est que au fur et à mesure d'une certaine utilisation des ordinateurs, qu'on appelle l'entraînement des algorithmes d'apprentissage machine, ils vont stocker dans leur mémoire un certain nombre de paramètres qui vont modifier la manière dont ils calculent, la manière dont ils exécutent un algorithme, la manière dont ils agissent. Nous pouvons prendre un exemple simple d'un algorithme d'apprentissage machine. Il est extrêmement difficile d'expliquer la manière par laquelle nous distinguons un type d'image d'un autre type d'image. Donc par exemple, si nous avons des photos qui représentent des chats et des chiens, eh bien, il est extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce qu'est un chat et qui ne saurait pas du tout ce qu'est un chien tel qu'un ordinateur est, comment faire pour distinguer une photo de chat d'une photo de chien? Est-ce qu'il faut d'abord regarder les oreilles? Est-ce qu'il faut d'abord regarder les griffes, etc. Nous avons l'impression que ce n'est pas du tout de cette manière que notre cerveau, en tout cas, reconnaît ou bien les chats des chiens, ou bien les tableaux de Botticelli, des tableaux de Raphaël, ou bien les ronds des carrés. Nous avons l'impression plutôt que nous avons vu un certain nombre de chats et de chiens dans notre vie, et que quand nous voyons une image, nous nous posons la question, est-ce que cette image ressemble plus aux images de référence que nous avons pour les images de chiens, ou ressemble plus aux images de référence que nous avons pour les images de chats? Donc une manière un tout petit peu plus formelle de dire les choses serait de dire que nous avons une notion de proximité entre images, c'est-à-dire nous sommes capables de mesurer une distance entre deux images, et quand nous avons une nouvelle image, si elle est plus proche des images de chiens, statistiquement, nous disons voilà c'est un chien, si elle est plus proche des images de chat, nous disons c'est un chat, et donc ça demande de mesurer la distance entre les images et de faire une moyenne simplement. C'est en gros ce que font un certain type d'algorithmes d'apprentissage qui, au fur et à mesure qu'on leur donne des images de chat et des images de chiens, alimentent une base de données, et ensuite quand ils voient une nouvelle image, eh bien la comparent aux images qui sont dans cette base de données. Mais ça, c'est une vision un peu simplificatrice, parce que plutôt que de simplement stocker les images et ensuite de comparer la nouvelle image aux images anciennes, eh bien, ils transforment un algorithme d'analyse d'images de manière à tenir compte des images qu'ils ont déjà vues. Et c'est le fait qu'ils tiennent compte des images qu'ils ont déjà vues qui fait que nous appelons ça des algorithmes d'apprentissage.
Et de la manière dont j'ai décrit ces algorithmes d'apprentissage, nous sommes ici dans le cas d'un certain type d'algorithme d'apprentissage qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage supervisés, dans lequel, pour que l'algorithme apprenne, nous lui avons donné un certain nombre d'informations, un certain nombre d'images, en indiquant à chaque fois quelles étaient les images de chat et quelles étaient les images de chien. Il y a un autre type d'algorithme qui s'appelle des algorithmes par renforcement, des algorithmes d'apprentissage par renforcement, qui fonctionnent un peu de la même manière, mais avec une temporalité différente. Au lieu d'avoir vu des milliers d'images avant de commencer à essayer de classer lui-même des images, nous, dans les algorithmes d'apprentissage par renforcement, nous laissons l'ordinateur, au départ, faire des choix un peu aléatoires, puisque l'ordinateur ne sait pas du tout, n'a jamais vu d'image de chat ni d'image de chien. Quand il voit une première image, il n'a aucun moyen de savoir si c'est une image de chien ou de chat, et donc il peut tirer au hasard et dire voilà, c'est un chat. Et si c'est effectivement la bonne réponse, nous donnons une récompense à l'ordinateur, et si ce n'est pas la bonne réponse, nous lui donnons une punition. Mais vous voyez que quand la deuxième image va arriver, eh bien, il va essayer d'obtenir une récompense plutôt qu'une punition. Et donc si la deuxième image ressemble à la première et qu'on lui avait dit que la première image c'était pas un chien, qu'il avait répondu chien et qu'il avait été puni pour ça, il va répondre chat. Au lieu d'avoir une base d'images au départ qu'ils doivent analyser, sur lesquelles ils doivent s'entraîner pour ensuite pouvoir agir, ils commencent à agir tout de suite. Et puis comme ils sont punis ou récompensés de manière symbolique bien sûr, en fonction des réponses qu'ils donnent, eh bien, petit à petit, ils apprennent. Alors, cette différence entre ces deux types d'algorithmes d'apprentissage touche en fait une différence assez profonde qui existait avant ces algorithmes d'apprentissage machine, d'apprentissage statistique. Et d'abord, cette différence, elle existe dans la pédagogie, c'est-à-dire dans la manière dont nous apprenons des choses, non pas aux ordinateurs, mais aux êtres humains. Et donc ici aussi s'opposent deux types de pédagogie, une pédagogie où le maître donne des connaissances à l'élève, et puis une pédagogie où le maître laisse agir l'élève et puis se contente de lui indiquer, alors par des punitions ou des récompenses, ou peut-être par des méthodes plus pacifiques, si ce qu'il fait est juste ou non. Et ces deux méthodes pédagogiques sont souvent très, très imbriquées. Ça recoupe aussi une distinction plus ancienne sur la manière dont nous construisons des théories scientifiques. Et si on remonte au XVIIe siècle, à l'époque de Francis Bacon nous dit que la manière de construire une théorie scientifique, c'est d'accumuler un grand nombre d'observations, et puis, à partir de ces observations, d'induire des lois générales. Et là, on s'aperçoit que ce processus ressemble beaucoup au processus d'apprentissage supervisé. À l'inverse, au XXe siècle, un autre philosophe qui dialogue avec Bacon à quelques siècles d'écart, qui est Karl Popper, nous propose une autre image de la construction des connaissances, où, pour caricaturer un peu le point de vue de Popper, les savants construisent des théories les plus loufoques, ils disent à peu près n'importe quoi, et ensuite, c'est seulement dans une seconde phase que leurs théories sont confrontées aux faits, et que cette confrontation aux faits issus d'observations, d'expériences, amène à éliminer certaines théories et à en garder d'autres. Par exemple, la controverse qui a eu lieu entre Galilée et Kepler pour savoir si l'orbite des planètes autour du Soleil était circulaire ou elliptique, et on s'aperçoit que Galilée, enfin surtout Galilée en l'occurrence, construit une théorie un peu loufoque, qui est cette idée de trajectoire circulaire, et Galilée dit le cercle est plus régulier, plus joli, plus parfait que l'ellipse, donc on ne voit pas pourquoi la trajectoire des planètes serait elliptique. Et puis finalement, Kepler confronte les deux théories aux observations, et c'est finalement les observations qui permettent de trancher entre les deux théories et d'abandonner l'hypothèse qui était celle de Galilée d'orbite circulaire au profit de la théorie des orbites elliptiques. Et donc on voit ici que, selon une manière de résumer la pensée de Popper, c'est de dire que pour Popper, la construction des théories scientifiques est un processus d'apprentissage par renforcement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, enfin au moins au XXe siècle, les philosophes se sont affrontés pour savoir si les théories scientifiques étaient construites d'une manière ou d'une autre.
Et maintenant, grâce aux algorithmes d'apprentissage statistique, nous avons un moyen d'essayer de répondre à cette question, mais d'une manière plus empirique, c'est-à-dire d'une manière plus scientifique, en essayant de voir quels sont les algorithmes qui fonctionnent le mieux, et peut-être ça peut nous renseigner sur la meilleure manière d'apprendre, à la fois dans la pédagogie pour les êtres humains et dans la construction des théories scientifiques. Et là, la réponse est assez surprenante. La réponse est que finalement, les deux méthodes marchent, mais elles marchent dans des circonstances tout à fait différentes. Et donc, par exemple, si vous voulez concevoir un algorithme qui classe des images, à ce moment-là, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un algorithme supervisé. Si à l'inverse, vous voulez envoyer un robot sur Mars et que le robot n'a aucune idée et que vous-même, vous n'avez aucune idée de l'environnement dans lequel le robot va se trouver, eh bien à ce moment-là, bien entendu, c'est très difficile de trouver une base de cas à partir duquel l'algorithme pourrait apprendre. Et donc, dans ce cas-là, les algorithmes par renforcement fonctionnent beaucoup mieux. Et également, là où les algorithmes d'apprentissage sont particulièrement célèbres pour être très performants, qui sont les jeux de société, les échecs, le Go, eh bien, nous apercevons qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent très bien en analysant des parties de grands maîtres, et en essayant d'apprendre à partir de ces parties, qu'est-ce qui s'est passé dans ces parties, qu'est-ce qu'une situation favorable pour un joueur, qu'est-ce qu'une situation défavorable pour un autre joueur. Et puis d'autres algorithmes, qui sont des algorithmes qui fonctionnent par l'apprentissage par renforcement, qui n'utilisent pas du tout des informations sur les jeux qui ont été joués par les humains, mais qui se contentent de jouer contre eux-mêmes des millions de parties. Et quand on joue contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre des millions de parties de Go, même si on ne s'intéresse pas à la manière dont les grands maîtres ont joué, on finit par progresser. Et on finit parfois par être plus créatif ou meilleur, de gagner face à des grands maîtres. Et donc ça aussi, c'est une question intéressante sur quel est le meilleur moyen d'apprendre à jouer au Go. Est-ce que c'est d'étudier les parties que nos prédécesseurs nous ont laissées, ou est-ce que c'est de jouer beaucoup, jusqu'à découvrir par soi-même les bonnes stratégies. Alors jouer beaucoup, ça veut dire jouer plusieurs milliards de parties, et donc ça c'est difficile pour un être humain, mais pour un ordinateur, ça ne pose aucune difficulté. AlphaGo, c'était quoi? C'était par renforcement? Alors AlphaGo, c'était une méthode supervisée, et AlphaGo 0, c'est par renforcement. Voilà. Et donc la nouvelle, c'est qu'AlphaGo 0 a battu AlphaGo, et donc les méthodes par renforcement, dans le cas du Go, sont meilleures. Mais il n'y a pas que le Go dans la vie, donc il y a d'autres situations où les méthodes d'apprentissage supervisées sont meilleures.